Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. 9h33, c'est l'heure du débat. Violence, homicide, narcotrafic. Sommes-nous en insécurité partout en France? Et sans exception, regardez ce qui s'est passé sur le cours Napoléon à Ajaccio en Corse, avec cette personne qui menacée avec un couteau et a dû être tuée par la police. Un meurtre ou un assassinat toutes les 8 heures en moyenne. Alors que l'année s'achève, le visage de l'hyperviolence en France se précise. Le service statistique du ministériel de la Sécurité intérieure, rattaché à la Direction générale de la police nationale, la DGPN, a pour mission de recenser ces homicides, y compris les coups et blessures volontaires suivis de morts. Et le chiffre brut qu'il livre pour les 12 derniers mois dans sa publication Interstat recense 1268 faits. C'est considérable, une hausse de 8% sur l'année, tous les jours, les 365 consécutifs. Bonjour à vous, Bruno Bartosetti. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous êtes responsable de la zone sud du syndicat Unité Police. Bruno Bartosetti, vous le constatez, on va dire cet état de la situation, de la violence, elle gagne tous les pays, toutes les contrées, toutes les villes. Il n'y a pas d'exception en France. Oui, alors il n'y a pas d'exception, évidemment je le constate, et comme je suis un vieux flic, je peux faire des comparaisons. Et oui, un vieux flic, voilà. Mais jeune, mais vieux de la police. On va dire aguerri, d'expérience. Allez, on va dire aguerri, oui. je vais retenir plutôt cette expression. Oui. Je peux comparer humblement aussi avec les délits et les crimes qui étaient recensés il y a 10, 15, 20, 30 ans. Et ça, c'est un fait. Donc, on n'est pas dans un sentiment d'insécurité, d'ailleurs c'est pas ainsi que vous le développez, on est vraiment dans des situations très très lourdes. Vous savez, les agressions au couteau, les tentatives d'homicide, les homicides, les violences, c'est tous les jours. C'est tout le temps, mais c'est tous les jours, bien sûr que c'est tous les jours, mais c'est très très régulièrement. Je peux pas ramener ça comment dirais-je, comme je pourrais comparer un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Mais une agression au couteau, je crois que vous en avez en France, vous en avez toutes les 10 minutes, violence familiale comprise, bien sûr, mais vous voyez, c'est quand même très très lourd. Et si on va plus loin, pour ceux qui sont dubitatifs, vous en avez certains qui vont dire, vous avez autant de délinquance, de délits et crimes qu'il y a 30 ans, sauf que vous avez deux schémas importants. Le premier, c'est que vous avez de nombreux délits qui ne sont plus comptabilisés ainsi, qui sont retenus comme contraventionnels. Et puis vous avez aussi tout ce qui est lié au narcotrafic. Et bien évidemment, vous avez ces bandes organisées qui finalement, dans les ventes de stupéfiants, n'entraînent pas forcément des dépositions de plainte. Donc la délinquance est très présente. Et par rapport au narcotrafic, parce que c'est souvent le cas, eh bien on enregistre quand même, on recense nettement plus d'homicides volontaires qu'il y a bien sûr 20 ou 30 ans dans notre pays. Le vieux flic d'expérience que vous êtes, passez-moi l'expression, Bruno Bartosetti... c'est moi qui l'ai prise. Oui, mais est en mesure de nous dire que c'était différent avant. Je suis moi aussi d'une certaine génération, pour ne pas vous cacher la vérité, et je constate moi aussi, parce que même si jadis il n'y avait pas les chaînes d'infos continues et encore moins les réseaux sociaux, il y avait quand même l'actualité dans les grands journaux, il y avait la presse quotidienne que nous achetions matin et soir, qui relatait les faits divers, comme on disait avant. C'était pas comme ça, on est d'accord. C'est tous ceux qui nous disent c'était le nombre n'a pas, effectivement, vous l'avez évoqué à l'instant, n'a pas progressé. Non, le climat était différent. Le climat était vraiment différent, et je suis pas d'une nature sombre. Je suis vraiment dans un regard. J'essaye, bon c'est difficile parce que je suis dans la profession, mais j'essaye d'être le plus objectif possible, et je vous confirme de par mon expérience sur le terrain qu'on n'avait pas la même délinquance, il n'y avait pas la même violence. Le soir, trois filles ensemble pouvaient sortir sans crainte, et dans de nombreuses villes, je vois qu'aujourd'hui c'est très difficile pour elles ont peur d'être agressées. Vous avez cette violence qui est faite à l'endroit des personnes âgées. Si on sécurise au maximum les résidences,
France, les immeubles, les maisons, c'est pas pour rien. Il n'y avait pas des homejacking comme aujourd'hui. Il n'y avait pas une multitude d'agressions parfois gratuites, mais juste seulement gratuites. C'était évidemment qu'il y a toujours eu les gendarmes et les voleurs, mais c'était pas aussi violent. Vraiment, ce n'était pas aussi violent. Alors, beaucoup de Français, Bruno Bartosetti, ont le sentiment que les délinquants n'ont plus peur ni de la police ou des gendarmes, ni de la justice. Est-ce un problème de loi, de sanctions, de décision politique à vos yeux ? Les décisions politiques, bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut avoir ce courage. D'abord, il faut accepter le constat et de dire, voilà, aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse, nous sommes dans un gouvernement quel qu'il soit depuis X années, eh bien, nous n'y arrivons pas. Donc, il faut faire preuve d'humilité et le dire. Et évidemment, que la peur du gendarme n'existe pas. Aujourd'hui, c'est le policier ou le gendarme qui demande à son fils de surtout ne pas parler de la profession de papa ou de maman. Alors, je veux dire, c'est la peur. C'est pas qu'on voulait être craint dès qu'on voyait un policier se mettre au garde à vous devant lui. Mais aujourd'hui, il y a évidemment pas cette crainte-là. Tiens, je prends un exemple, alors, très parlant. Dans les années 80, eh bien, le policier rentrait chez lui en tenue, seul. Voilà. Aujourd'hui, vous imaginez un policier rentrer seul en tenue chez lui, c'est impossible. Il se fait lui-même agresser et il met sa famille en danger. Vous imaginez dans quel climat on vit, c'est-à-dire que c'est le policier qui n'aura pas peur. Hein, nous sommes courageux, nous sommes professionnels, mais nous savons que nous avons ce risque-là et c'est évident qu'aujourd'hui, quand on n'a pas peur finalement de sa police en France, lorsqu'on les considère comme des adversaires, comment voulez-vous qu'on se comporte dans une société face finalement à une personne vulnérable que l'on pourrait dépouiller de son argent ou de ses bijoux? Bruno Bartosetti, prenons un cas d'école, le parquet de Paris qui ouvre une enquête après, vous savez, ces insultes anti-police. Hein, ça fait le tour des réseaux sociaux tenus par un influenceur algérien du nom de Madi B. Dans cette vidéo TikTok très virale qui a été tournée à Châtelet-Léal, où il insulte les policiers. L'Algérie, qui d'ailleurs avait refusé de reprendre cet individu de 29 ans qui était sous OQTF, condamné en janvier à 8 mois de prison pour apologie du terrorisme. Alors il se balade dans la rue, il insulte les policiers, met ça en réseau. Alors heureusement que le parquet de Paris ouvre une enquête parce qu'il y a eu un signalement féroce du ministère de l'Intérieur. On en est réduit là, c'est-à-dire que vous pouvez insulter la police, publier en ligne des horreurs, y compris être soi-même au QTF et on va dire ennuyer le monde, pour pas dire autre chose. Et vous en êtes réduit, quand je dis vous, ce sont les autorités, à interpeller une plateforme qui doit saisir la justice, qui doit... Il n'y a pas un petit problème quand même institutionnel ou de fonctionnement des lois ici, en France, Bruno Bartosetti ? Un gros problème, et on a employé le terme l'impasse, nous sommes dans l'impasse. Et tout à l'heure, vous me parliez des textes et des lois. Vous connaissez ce cas, vous êtes au courant de ce cas hein, Bien sûr, oui, mais c'est pas le seul. Oui, il y en a, mais c'est pas le seul, parce que lui, voilà, exactement, lui, il est médiatisé, enfin, dans les réseaux sociaux, on le connaît, mais c'est pas le seul. C'est notre fréquentation aujourd'hui dans les CRA. Il est passé par un centre de rétention administrative. Oui. Il y a pas de problème pour eux, puisqu'ils savent de toute façon qu'ils ne vont pas repartir en Algérie, puisque la crise diplomatique entre l'Algérie et la France, eh bien, elle est connue par nous tous. Donc on sait qu'il ne va pas être reconduit, lui le premier. Et puis de toute façon, ça lui permet aussi de faire le buzz. Et quand je parlais des CRA, eh bien, un centre de rétention administratif, il y a 20 ans, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je veux dire. Vous n'aviez que des vieux Chibani qu'on reconduisait ou pas à la frontière. Mais vous avez aujourd'hui la moitié, ce sont des voyous dangereux. Et nous sommes nous-mêmes exposés parce qu'un centre de rétention administrative, ce n'est pas un centre pénitentiaire et nous sommes exposés, vraiment exposés. Donc les lois, elles existent, mais on peut pas les appliquer dans le cadre des violences, ou en tout cas quand c'est appliqué, c'est souvent avec du sursis. Et quand on veut reconduire à la frontière, en tout cas dans son pays d'origine, un individu en situation irrégulière, nous n'y arrivons pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes complètement finalement pris dans les tenailles d'une France qui ne peut pas débloquer cette situation. Et qui doit, pour conclure avec vous, Bruno Bartosetti, peut-être cette France, on verra qui sera aux manettes dans 2 ans, mais dans 1 an et demi, prendre des décisions politiques qui s'imposent, enfin peut-être faire preuve d'un peu de courage.
si je puis dire. Oui, il faut avoir ce courage politique. Réalisme. Ouais, ils sont dans la, ils sont, si vous voulez, je dis ils sont depuis 40 ans, ils sont très réalistes, mais il manque de courage politique. Et est-ce que ça va changer? Ben écoutez, j'ai le droit malheureusement, ne m'en veuillez pas de douter un peu, parce qu'il faut ce courage politique intérieur, et puis il faut surtout une force de politique internationale. Et là, c'est un sujet qui me dépasse un peu, mais j'espère. Allez, je vais quand même rester sur une note optimiste. J'espère quand même qu'on va avancer, parce que ce n'est plus possible aujourd'hui de vivre dans cette situation en France. Vous avez le droit de réveillonner, Bruno Bartosetti, oui. Oui, vous allez réveiller. Ah, écoutez, non? Mais bien sûr, mais je vais souhaiter la bonne année à tous mes amis avec beaucoup d'optimisme, et le réveillon, je le célébrerai comme tous les ans avec cette force et cette énergie pour que ça aille mieux dans les années à venir. Allez, joyeux Noël à vous, à tous vos collègues, femmes et hommes courageux qui assurent la sécurité publique. À vous, Bruno Bartosetti, je rappelle, un responsable de la zone sud du syndicat Unité Police. Merci à vous pour cet échange. Nous restons ensemble sur cette thématique. C'est 72%, c'est un sondage CSA, des Français qui ne se sentent en sécurité nulle part. À tout de suite pour la suite de notre débat de la vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Achilly. 9h46 sur Sud Radio, le débat sur l'insécurité. Je rappelle, ce sondage CSA, 72% des Français qui ne se sentent en sécurité nulle part. Désormais, cela gagne toute la France, que ce soit il y avait les grandes métropoles, il y avait Paris, la capitale et le reste, et puis désormais toutes les villes moyennes, les petites villes, et désormais nos campagnes qui sont confrontées à une forme d'insécurité. Il ne s'agit plus d'un sentiment depuis très longtemps, il faut arrêter de raconter qu'il y a un sentiment d'insécurité, c'est une réalité. Allez, nous sommes à Nîmes à présent, où un couvre-feu est en place depuis juillet contre l'insécurité. Est-ce que cela fonctionne? Nous sommes avec vous, Richard Skieven, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes adjoint à la mairie de Nîmes, délégué à la sécurité. Expliquez-nous le principe de ce couvre-feu à Nîmes. Oui, donc le maire de Nîmes a pris cette très belle initiative d'un arrêté de couvre-feu mi-juillet, à la suite d'événements de conflits armés entre les narcotrafiquants qui se sont perpétrés fin juin, début juillet, notamment dans les quartiers périphériques, quartier ouest et quartier est. Donc cet arrêté municipal, vous disiez qu'il était encore en activité, donc c'est totalement faux. Donc cet arrêté municipal de couvre-feu prescrivait l'interdiction aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés de paraître sur la voie publique de 21h à 6h du matin. Voilà. Donc cet arrêté a été pris pour une durée de 15 jours renouvelable, et c'est pour cela que le maire de Nîmes a prolongé à 3 reprises ce couvre-feu jusqu'à fin septembre. D'accord. C'était une expérience pendant le fin de l'été. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Oui. Et bien, ce couvre-feu, donc, durant toute cette période, a été, il faut le dire, une vraie réussite, une vraie satisfaction, puisque la population, donc, qui était prévue, justifiée dans cet arrêté municipal, a été très impliquée, très coopérante, notamment pour garder les mineurs à domicile, évitant que ces mineurs soient à nouveau des cibles des narcotrafiquants, ou voire même afin d'éviter qu'ils soient employés par ces mêmes individus sur ces lieux de trafic. Richard, voilà. Est-ce que vous disposiez des forces, des forces de police suffisantes? Alors j'imagine, la municipale est impliquée également pour faire respecter ce coup de feu. Parce que ce qu'on dit, c'est toujours manque d'effectifs et puis irrespect, ce qui est réel, des forces de sécurité. Est-ce que ça a été pour vous efficace? Alors ça a été efficace. Oui, voilà, tout à fait. Donc, je vais le dire. Donc, vous savez, à partir du moment où le maire ou voire même un préfet prend un arrêté, si vous n'avez pas suffisamment de force pour le mettre en application et pour contrôler tout ça, donc il est inutile d'en prendre un. Donc effectivement, l'association de la police nationale, de la police municipale, mais aussi des unités de force mobile qui sont venues en renfort pendant toute cette période, notamment les CRS et les escadrons de gendarmerie, ont permis de maintenir une vraie tranquillité dans ce secteur, dans les secteurs concernés, et de contrôler effectivement les dispositions de ce couvre-feu. Donc ça, c'était
ça a été efficace. Je vais vous dire pourquoi. Parce que seulement 6 mineurs ont été interpellés durant cet été, car ils se trouvaient sur des points de deal et ils ont fait l'objet d'une procédure judiciaire. Et donc, ils se trouvaient sur des points de deal au-delà de 21 heures sur la voie publique. Voilà, donc cet arrêté, c'est une vraie réussite, il faut le dire. Hein. Oui, est-ce que vous estimez qu'un couvre-feu, bon, c'est une mesure forte quand même, Oui. est-ce que vous assumez que ce soit là l'idée que ce soit le signe que l'État n'arrive plus à faire respecter l'ordre républicain autrement ? Mais disons que c'est compliqué, donc tout le monde le sait. Vous savez, si réellement on avait toutes les mesures et toutes les idées pour réduire tous ces maux, bien évidemment, que ce soit le maire comme le préfet ne serait pas en mesure de prendre des mesures aussi drastiques. Ça, c'est certain. Mais je veux revenir donc sur l'implication, donc l'association de l'État et de la municipalité ont fait en sorte effectivement que sur Nîmes, ce couvre-feu a été une vraie réussite. Et si au demeurant, des faits de ce type venaient à nouveau à se reproduire sur Nîmes, tirs donc destinés à blesser ou à tuer, monsieur le maire est en droit de reprendre un arrêté de ce type. D'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises dernièrement, il garde sous le coude la possibilité de prendre un nouvel arrêté. Oui, et sachant que, et c'est facile à comprendre, Richard Skeven, pour conclure, ce type d'arrêté ne peut pas être permanent. Imaginons toutes les villes de France qui mettraient un couvre-feu, il n'y aurait jamais assez de policiers pour le faire respecter au niveau national. C'est un peu ça l'idée. Oui, voilà. Donc, bien évidemment, un arrêté comme celui-ci ne peut être pris que sur une périodicité, pas d'une façon générale sur l'ensemble de la ville, mais sur des secteurs bien délimités. Donc, vous avez tout à fait raison. Hein. Donc, le maire de Nîmes garde sous le coude effectivement la possibilité de prendre un arrêté, un nouvel arrêté, si réellement on devait avoir des conflits armés à nouveau dans nos quartiers périphériques. En tous les cas, c'est là l'exemple. Merci à vous, Richard Skeven, merci infiniment pour ce récit d'une expérience, on va dire, objectivement positive qui peut permettre ponctuellement de régler certains problèmes d'insécurité à Nîmes. Donc Richard Skeven, je rappelle, adjoint à la mairie de Nîmes, délégué en charge de la sécurité. Nous allons à Clermont-Ferrand à présent, où nous vous retrouvons. Bonjour, Xavier Gibol. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes, pharmacien à Clermont-Ferrand. Où est-ce que vous vous trouvez? Sur le parvis de la gare SNCF de Clermont. Et bien qu'il y a un petit problème de deal, même un gros problème de deal, je dirais, auquel vous êtes confronté, Xavier Gibol. Qu'est-ce que vous dites? Il faut, au fond, de la présence policière. Ah oui, tout à fait. Nous, c'est comme ça qu'on vit mieux actuellement, parce que effectivement, on a eu depuis le début de l'année 5 décès coup sur coup sur ce point de deal juste à côté de la gare. 5. Et la solution, 5 décès, 5 règlements de compte de dealers entre eux. Et la solution est venue de l'installation de la présence policière permanente 7 jours sur 7, H24. Racontez-nous un petit peu, parce que vous étiez, j'imagine, aux premières loges. Il y a du trafic tout le temps, de turnover, de clientèle. Enfin, comment ça se passe? C'est ça. Nous, on a eu la malchance d'avoir l'installation d'un point de deal à ciel ouvert au milieu de la rue. Ils ont pris possession d'un quartier entier, notre quartier. Et ils dealaient en permanence toute la journée avec des pointes le soir où ils étaient plus d'une trentaine de dealers à vendre non-stop, sachant qu'il y avait la préfecture avait estimé à peu près à 700 clients par jour qui venaient s'approvisionner sur ce point de deal. 700 clients jour, c'est gigantesque. Ouais. Xavier Gibol, tout ça était concentré au même endroit. À tous au même endroit. Et Xavier Gibol, est-ce que vous dites qu'il faut une présence policière permanente, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, au fond, que même si les points de deal sont, on va dire, démantelés momentanément, il faut que les policiers restent, ce qui quand même pose un problème compliqué, parce qu'il faut des effectifs pléthoriques dans tout le pays. Ah oui.
Alors, pas forcément qu'ils restent en permanence. Nous, oui, on a dû passer par cette option-là parce que les dealers avaient pris possession de la voie publique. On était chez eux et plus chez nous. Donc, pour reconquérir le territoire, la seule solution était de mettre la force de l'ordre en permanence. Après, on espère que dans une vie normale, on n'ait pas besoin d'un policier à chaque coin de rue. Hein. On peut pas, ça. Mais dans les points de deal qui sont trop installés, c'est la solution. Quand vous demandez plus de policiers pour casser ces points de deal, est-ce que cela signifie que vous avez encore confiance dans l'État ou est-ce qu'il y a peut-être un sentiment d'abandon dans cette histoire ? Alors, au début, on a eu un sentiment d'abandon. Après, une fois que l'État a repris les choses en main, ça allait mieux. Après, je tiens peut-être à clarifier, on n'a pas besoin non plus d'un effectif. Nous, ils sont que 3 policiers. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, la voiture de police s'est stationnée sur le point de deal. Et comme les policiers sont là, il n'y a plus de clients. Et sans clients, il n'y a plus de dealers. Tout simplement. Donc, on n'est pas dans un système de répression à outrance. Hein. Il y a 3 policiers en faction, H24. Alors, malheureux pour eux, parce qu'ils ne font rien de la journée à part rester en statique. Mais ça suffit à supprimer le point de deal. Donc, on n'a pas besoin non plus d'avoir une compagnie entière de CRS déployée dans le quartier. Hein. Vous voyez, une voiture de police, ça suffit. Il y a l'insécurité, pour conclure, Xavier Gibold. Vous êtes commerçant, vous êtes pharmacien. Hein, c'est un commerce qui compte dans le paysage urbain. Les autres commerçants, si je peux dire, ils ont eu à souffrir également de ce point de deal. La clientèle, j'imagine, avait peur, non, tout simplement. Ah oui. Au plus dur de la situation, plus personne passait par le quartier. Donc tous les commerces, quel que soit leur type, étaient impactés parce qu'on n'avait plus de clients qui venaient régulièrement. Tout le monde évitait le quartier. Donc on a perdu une grosse partie du tissu commercial du secteur. Oui, bon, en tout cas, merci Xavier Gibold. Je vous souhaite bonne chance pour. J'espère que le dispositif sera encore efficace et que vous pourrez être, on va dire, en sécurité. Je rappelle, vous êtes pharmacien sur le parvis de la gare SNCF de Clermont-Ferrand. Merci pour ce témoignage qui est important parce que ça raconte ce que nous vivons tous au quotidien et partout en France. Je rappelle, Clermont-Ferrand, quand même une ville tranquille, sympa et des points de deal quand même avec ces 700 clients au jour, ce fut le pic et une présence policière qui a permis de réguler cela. Merci Xavier Gibold, joyeux Noël à vous quand même. Merci. Bonne fête de fin d'année, merci à vous. Merci pour ce témoignage sur l'antenne de Sud Radio. Allez, le gagnant de notre jeu, John, vous me l'avez glissé dans l'oreille et j'ai déjà... Laetitia. Elle habite dans le Nord-Pas-de-Calais. Laetitia, dans le Nord-Pas-de-Calais. Bravo à vous. C'est vous. Merci, John. Heureusement que vous êtes là. J'essaye, j'essaye. Non, c'est toujours une réussite. Vous avez gagné cette montre Kelton Villa Silver blanche. Magnifique. Magnifique cadeau qui tombe à pic à l'avant-veille de Noël. Bravo, Laetitia, dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous continuez de jouer toute la journée jusqu'au 25 décembre dans le grand sapin de Noël Sud Radio. Bonjour Valérie Expert. Bonjour, cher Jean-François. Quand on entend Kelton, ça nous ramène des années en arrière. Salut les boomers. Absolument. Mais ça revient à la mode. Complètement, la marque est relancée, c'est formidable. C'est reparti. Bon, alors, écoutez, on va parler de cette cyberattaque à la Poste. Nos cadeaux seront-ils livrés à temps? Et puis surtout, sommes-nous totalement démunis face à ces cyberattaques? On attend vos réactions. Racontez-nous votre expérience. Certains ont fait la queue à la Poste hier pendant plusieurs heures. On va revenir sur les propos de certains élus LFI, Ali Diouara, qui traite le docteur Vargon de génocidaire, pendant qu'Éric Coquerel lui désapprouve la méthode du Hamas le 7 octobre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la manière dont ils ont procédé. On va revenir sur ces propos. Peut-être que pas vous avez... tout à fait d'accord. Non. Vous avez peut-être vu Emmanuel Macron qui faisait des pompes avec Thibaut InShape à Abu Dhabi. Étonnant. Alors, il ne faut pas se servir des réseaux sociaux. Haro sur les influenceurs. Néanmoins, le président, lui, il a le droit. Et puis, le budget, reprise des débats en janvier. On en parle dans un instant avec vous. Bonne émission.